Bienvenue tout le monde, c'est un autre podcast qui commence au Studio 21 avec Mathieu. Mais oui! Comment ça va, Matt? Ça va très bien, toi. Yes, on n'est pas commandité, mais on boit de la bière Espace Public. Oui, Voilà. elle me rafraîchit bien. Peut-être qu'ils vont nous commanditer à partir de maintenant. C'était votre chance, on vous donne ça Ouais, gratis. Hey Matt, on parle d'un réalisateur. Quand je dis son nom, les gens qui connaissent un peu moins le cinéma ou sont pas cinéphiles intenses, ça leur dit rien. Non. Michael Mann. Non, souvent ils vont dire, t'as-tu voulu dire Michael Moore? Ouais, Non, c'est ça. c'est vrai, Michael Mann. Ouais. Mais quand on nomme des films, comme j'ai fait avec Dom en char pour m'en venir, là tu fais « Ah, ben oui, Oui, ok, oui, je connais ces films. » Ça me dit de quoi? Je les ai peut-être pas toutes vues, mais il y a des trucs qui ont coulé dans la culture pop. Donc, c'est quelqu'un qui a eu du succès, c'est quelqu'un qui est très estimé aussi par ses confrères réalisateurs. Oui, énormément. Je Puis- pense que c'est là qu'il est le plus estimé. Ouais, il est très aimé par les gens qui comprennent le cinéma Ouais, et c'est qui ça. en font, là, surtout. Ouais, exactement. Mais non, mais il y a des fans de cinéma aussi qui l'aiment bien, Oui, mais qui le suivent aussi. Parce qu'il y a eu des flops. C'était des bons films, mais qui n'ont pas connecté avec le public ou c'est ça, tu sais. C'est une bébite. Puis pourtant, qui n'est pas nécessairement dur d'approche, mais je pense qu'il est juste un petit affaire off. Ouais. Que des fois, les gens ne savent pas trop comment. Je pensais que ça allait être plus action claire. Ouais. Parce qu'il y a de l'action, mais c'est ça. Il est comme entre le affaire off. classique hollywoodien que, mettons, on connaît pas vraiment la signature là, qui se cache derrière le film et des Scorsese, Coppola et compagnie, dans le sens où il est entre le traditionnel puis le cinéma d'auteur. Il y a comme un mi-chemin entre les deux parce qu'il fait du film de genre, film noir, film d'action, film de vol de banque. C'est très criminel. Il tripe sur les policiers et tout. C'est super divertissant. Mais c'est ça, sa réalisation est pas comme, mettons, n'importe quoi que tu pourrais pogner là, à Hollywood. Oui, exactement. Puis moi, c'est. Ben, en fait, avant qu'on rentre plus, parce que je voulais te jaser, là, mais c'est moi qui avait un peu proposé. J'ai eu un flash, parce que je pense que c'est en faisant des autres podcasts, Christopher Nolan, ou il y en a certains d'autres là, qui m'échappent, que des fois, son nom revenait à Michael Mann comme une inspiration de cette gang-là. Puis il veut pas, il a inspiré Nolan, ça c'est sûr. Nolan, il en parle des fois de Michael Mann comme une inspiration. Mais tu sais, les frères Safdie, on pourrait dire qu'ils sont des rejetons. Puis même Nicolas Winding Refn avec Drive, qui, on s'entend, ça ressemble pas mal au premier qu'on va parler. La scène d'intro. Tu sais, dans l'idée c'est sûr que là, c'est des jeunes qui le prennent, qui s'en vont, qui amènent ça plus loin à leur sauce. Mais je pense que c'est quelqu'un qui a marqué une génération qui est venue après, tu sais. Ouais. Mais je voulais voir, toi, parce que c'est moi qui a comme proposé de le faire, mais tu le connaissais. Ben, je sais que tu connaissais, mais est-ce que tu avais écouté bien de ses films ou tu sais, c'était quoi ta. J'avais vu à peu près j'avais moins que la moitié. J'avais juste vu Manhunter, j'avais vu Thief, j'avais vu Heat, évidemment. Mais j'avais pas vu le reste. OK. Fait que c'est sûr que les moins bons, je les avais pas vus, mais j'avais quand même pas vu des très connus comme Miami Vice. Collatéral, je l'avais pas vu, puis tout le monde l'a vu. Ben, pas tout le monde, mais je veux dire, c'est un film assez connu parce que... C'est son plus gros succès box-office. Ouais. Tom Cruise. Tom Cruise aidant Jamie Foxx. Je ne l'ai même pas nommé Adam quand on parlait tantôt. J'essayais de nommer ses films, puis je l'ai comme sauté. Alors que c'est ça. C'est un film. Et The Insider, ça a été énorme aussi. Là. Mais ça, tu vois, je n'avais jamais entendu parler. C'est en 99. De toute façon, on en reviendra tantôt. C'est une grosse année 99 dans le cinéma. Là. Oui, c'est ça. Mais ils ont été nommés dans presque toutes les catégories. Ils n'ont rien gagné, mais ça a mis sa map Russell Crowe, qui était inconnu à ce moment-là. Puis il a fait Gladiateur l'année d'après. Oui, puis il y a un autre. Il a été nommé 3 ans de suite aux Oscars. Ah oui, ça devait être Beautiful Mind. Beautiful Mind, oui, c'est ça. Mais moi, c'est ça, Michael Mann, ça remonte à loin. Moi, je me rappelle Heat, je ne l'ai pas vu à la sortie, évidemment, j'avais 10 ans, mais je me rappelle du battage médiatique. Parce que c'était le film événement, là, je pense que je devance un peu, là, mais tu sais, dans le sens que c'était un film événement, la rencontre de Pacino et De Niro pour la première fois qu'ils vont s'affronter face à face dans un film. Et carrément face à face, là, dans la face scène. à face, c'est ça. Je me rappelle de ce battage médiatique-là. Ils ont tout mis autour de ça. Ben oui, puis la bande-annonce le dit comme pour la première fois, les deux légendes du cinéma. Tout était axé sur on a ces deux gars-là dans le film. Puis après ça, Insider 99, j'avais 14 ans, je l'ai vu quand c'est sorti. J'avais capoté. Ah ouais, c'est quand même un film compliqué pour quand tu as 14 ans. T'sais. Ben, j'étais intelligent. C'est la moyenne, quand même. mais c'est ça. En tout cas, c'est juste mon petit lien avec lui.
Puis je pense que le nom est revenu à cause justement des Nolan, tout ça, puis des fois de rentendre Mann qui revenait comme c'est vrai, il faudrait le faire parce que c'est quelqu'un qui est, c'est ça, pas super connu, mais qui je pense que ça vaut la peine de tasser un peu les appréhensions, puis puis de l'aborder de la bonne façon, en fait, de ne pas penser qu'on va avoir nécessairement ça va être divertissant, mais c'est pas un divertissement hollywoodien. T'sais, il va tout le temps avoir un petit quelque chose de off dans tous ses films, mais qui sont payants, qui sont intéressants, qui sont, en tout cas... Mais moi, j'avais pas vu tous ces films, puis dans le peu que j'avais vu, je pense que j'en avais juste vu 3 au final avant qu'on décide de faire Michael Mann. Puis c'est des films de début de carrière, fait qu'on dirait que je reliais pas ces films-là dans un même style. Quand j'ai vu Heat, ça fait longtemps. Je savais pas qui était Michael Mann. C'est sûr que Thief et Manhunter, c'est plus récent dans ma mémoire. Je les ai vus dans les 2-3 dernières années. Donc là, m'intéressant toujours au réalisateur, tu creuses un peu. Mais encore là, j'arrivais pas à faire le lien parce qu'il pas qu'il s'est trouvé sur le tard, là, mais il y a eu beaucoup de changements dans son style dans les 2 premières décennies de sa carrière. Puis là, pour avoir vu ces derniers, on dirait là, c'est clair. Là, où il s'en va? Qu'est-ce qui le fait triper? Puis je sais pas, il y a des films d'annoncés, on s'en parlait tantôt, mais il a quand même 78 ans, le monsieur, puis il a fait, je sais pas attends, j'ai-tu le nom exact? C'est 9 films, 11 films. 11 films, oui, exact. 11 films, il a 78 ans, c'est ça. Il produit pas très rapidement. C'est sûr qu'il a fait de la télé. De la télé avant, au début de sa carrière. Il a appris là, en fait, parce que lui, il est allé, il est américain, mais il est allé étudier à Londres pendant 7 ans. Ben, peut-être pas étudier pendant 7 ans, mais il a vécu là pendant 7 ans. Je pense qu'il s'est fait laisser, puis il est retourné aux États-Unis. Il a commencé à faire des films aux États-Unis. Et il a appris avec la télé, Starsky and Hutch. Il a écrit là-dessus. Puis d'autres séries policières, Police Story, des trucs que j'avais jamais entendu, Vegas. Il était sur Miami Vice aussi. Ben, ça, c'est avant, c'est comme, je parle avant Thief, avant son premier film de fin 70. Il avait Miami Vice, c'était après la série 80. Télé. Vice, c'est les années 80. Ah, c'est vrai. Fait que tu sais, avant de faire son premier long métrage, il avait fait de la télé policière. Donc, c'est pas. Tu sais, je pense qu'il a baigné dedans assez tôt dans sa carrière. Et il faisait beaucoup de recherches parce qu'il écrivait. Il a toujours comme pas mal adapté les scénarios. Fait que pour faire. Il faisait vraiment de la recherche, comme faut. Puis, tu sais, pour Thief, des gens qui faisaient ce genre de braquage-là, de coffre-fort, il y a une recherche. Là, tu n'écris pas ça en ouvrant ton ordinateur, puis bon, je vais écrire là-dessus si tu connais rien. Non, ça a l'air sera pas crédible. Mais c'est comme un acteur studio, mais de réalisateur scénariste. Il a l'air assez intense. Investi, puis c'est vrai que ça a un grand réalisme, ces films. Oui, exactement. On rentre-tu dedans? Parce que là, je pense que... Parce qu'on a une couple qu'on veut parler, fait que je pense que... ça. On titille un peu la patente. On va commencer avec Thief, 1981. Il y avait déjà, c'est ça, juste avant, il avait fait un téléfilm en 79 qui était de Jericho Mile, qui avait gagné au Emmy, il a gagné plein de prix. C'est ça qui l'a mis un peu sur la map. Et puis là, après ça est arrivé ça, Thief 81, qui était adapté d'un livre qu'il a scénarisé seul. Ça va y arriver souvent dans sa carrière. Et puis moi, ce qui me faisait très rire de ce film-là, avant de dire le scénario, c'est avec James Caan, entre autres. Il était en liste pour la Palme d'Or à Cannes. Hein? Oui. OK. Puis, il y était, fait que... il n'a pas gagné, mais dans le sens qu'il était à Cannes. Puis, mais il était aussi nommé aux Razzies pour la pire musique, puis pire acteur et actrice. Ça, je trouvais ça très drôle parce qu'ils sont pas mauvais. Non, puis la musique, moi, je l'adore. Oui, mais je pense que Tangerine. Mais je pense que c'était l'utilisation. Ce qu'il disait, c'était l'espèce de c'est too much, poussé en avant. Je pense que à cette année-là, c'était pas. Il y a quelque chose qui te lâchait. Les Razzies commençaient, là, début 80. Je pense qu'il était dans le champ. Là. On s'entend, ils ont nommé Shining, pire film à l'époque. C'est ça. Je sais pas si même Shelley Duvall, je pense, pire actrice. Oui, exact. Parce qu'elle joue gros, mais. Je pense qu'il ne catchait pas. C'est parce que des fois, c'est joué gros, mais ça fit avec le ton, puis c'est pas risible. Non. Tu sais, des fois, c'est un ton qui est comme ça, puis c'est ça. Mais, c'est ça me faisait rire, qui est allé dans les deux bords. Les deux opposés, exact. Moi, j'aime beaucoup la facture visuelle de ce film-là, le côté gritty. Il y en avait beaucoup, là, des films dans les années 70-80 qui ressemblaient à ça, filmés de nuit. Je pense à Taxi Driver, évidemment. Évidemment, mais... j'aime le look de ce film-là. C'est pas...
ça ressemble pas à ce qu'il va faire par la suite tout le temps, mais il y a de quoi qui est vraiment je te dirais que c'est les bases. Je veux dire, t'as Thief, après ça, quand on va arriver à Heat, le lien est très, très là. Non, c'est vrai, t'as raison. Quelque chose de très minimaliste dans l'éclairage, une utilisation de la nuit, de la ville, en fait, des lumières, puis d'un background qui est tout le temps là, qui est tout le temps bleu. Mais tu sais, il va le refaire là, dans Heat, puis même Miami Vice. Ça va revenir collatéral. T'as raison. C'est juste que c'est quand même marqué un peu néon, est. Il y a un peu l'année 80. Il y a les néons, le clash de couleurs. Il devient un peu plus sobre avec le temps. Ouais. Je pense. Mm-hmm. Là, mais là, il était quand même dans son époque. Il essayait d'être coloré, mais il essaie jamais d'être trop coloré. Non. Je pense qu'il est encore... C'était son premier long-métrage cinéma. Je pense qu'il essaie encore de trouver le dosage de toute cette patente-là, mais peut-être expliquer un peu l'histoire. Ouais. Dans le fond, James Caan est un voleur. De bijoux, surtout? De bijoux, ouais. Il vole deux choses. Il disait que... je ne m'en rappelle plus. C'est ça, il dit, moi, je vole juste deux affaires. Des bijoux, puis un autre truc. Là, je ne me rappelle pas, mais... parce qu'à un moment donné, je pense qu'il se fait offrir un autre score, un autre truc, puis il fait, moi, je fais pas ça. Mm-hmm. Moi, je fais ça ou ça. Ouais. That's it. Parce qu'il dit, j'ai ma méthode, je sais, tu sais, comme... Parce qu'il est très méthodique. Et ça revient souvent. Des personnages très froids, très méthodiques, qui savent ce qu'ils font, qui savent qu'ils sont bons dans ce qu'ils font. Ouais. Puis c'est ce qui les définit. C'est des personnages dévoués à soit à leur vol ou à leur métier de policier. Là, c'est souvent les deux côtés. Là, mais qui sont vraiment... Et qui savent seulement faire ça et qui veulent seulement faire ça. Et c'est un peu tout ce qui est autour de eux dans leur vie va en payer le prix. Leur relation amoureuse, familiale va souvent battre de l'aile parce qu'ils sont tellement... caractérisés par ça. Ils sont trop pris dans ça, puis ils ne savent pas comment se définir à l'extérieur de ça. Puis ça, c'est la base de ce qui est pratiquement tout son cinéma. Fait qu'on va essayer de pas trop se répéter à travers le truc, mais la base a été mise là parce que c'est vraiment je pense que les films noirs ont dû le marquer quand il était plus jeune parce que c'est du néo-noir. Il est tout le temps en train de... dans la structure de l'homme, mais il est moins dans l'homme torturé. Il change un peu les codes là, de tout ça, là, l'espèce de masculinité toxique du noir, l'espèce d'homme-homme. Puis, il y a ça, mais il montre les faiblesses, il montre plus les failles d'aujourd'hui, qu'en fait, c'est des gens qui aimeraient avoir des relations, qui aimeraient, mais qui n'arrivent pas à trouver la grip pour balancer entre ces deux mondes-là. Ben oui, c'est des mondes qui ne fonctionnent pas ensemble. Puis dans Thief, tu le vois là, qui veut adopter. Adopter, ouais. Mais ça ne marche pas. Le bureau des adoptions, peu importe, sont comme... Ouais, ça marche. Monsieur, c'est quoi ta job? C'est ça. Il ment pour que ça marche, mais ça ne marche pas. C'est sûr, là, tu viens d'un milieu criminel, tu essaies d'avoir une vie arrangée, ça ne fonctionne pas, tu sais. Fait que c'est très présent. La musique, je la trouve écœurante. Ben, écœurante. Peut-être le mot est fort, là, mais je la trouve ça fait bien. Mais je sais pas à l'époque c'était quoi un peu la vibe, mais je sais que les années 80, là, c'était... C'est une musique qui fait très 80, là. Oui, mais dans les films des années 80, là, c'est du saxophone. En vrai. Et là, arrivé, je comprends que c'est la musique, un électro, c'est Tangerine Dream. Un groupe allemand. Allemand, qui faisait de l'ambiance instrumentale. Qui, nous, aujourd'hui, on regarde ça, je fais, c'est vraiment nice, mais peut-être à l'époque, puis Man, des fois, il a tendance à mettre la musique vraiment en avant. Fait que là, t'as comme ça qui t'arrive dans la face, puis je pense qu'il y avait un peu... Je pense qu'ils l'ont mis mauvaise musique. Je pense qu'il y avait un truc sur une mauvaise utilisation pour les standards de l'époque, puis peut-être que le monde est un peu challengé. Pourquoi c'est j'entends juste ça, là, puis il se passe rien. Le gars, il regarde par la fenêtre. Ça nous fait penser à Drive aussi. Là, mais c'est ça, je voulais dire. Puis la scène d'intro de Thief, c'est comme le reverse de Drive. Au lieu d'être sur le chauffeur qui attend, puis qu'on a tout ça, ben on voit les voleurs à l'intérieur faire la scène. Mais tu sais, il y a un peu les mêmes codes, l'espèce de pas trop de son, pas trop de musique, pas trop rien. Ça part avec pas d'explication. On est dans le truc. Direct, on part. D'ailleurs, ça va être son trademark la majorité du temps. Là, de pas vraiment avoir d'intro. Genre, on part et on est dedans. Des fois, il n'y a même pas de générique. Là. Oui. ça c'était parfait. Qu'est-ce qu'on regarde là? Ouais, des fois, je suis comme...
Attends, j'ai-tu manqué la scène avant? C'est parfait. Mais ouais, le ton est là. Écoute, Willie Nelson qui fait un petit rôle. J'ai oublié. Il est comédien, lui? Ouais, pas tant, mais il est correct en bum. Ça fit, là. Un vieux bum là, qui va mourir. Ouais, il sort en mois de prison. Je veux pas mourir en prison. Il est juste là pour ça. Je pensais qu'il allait être là plus longtemps. Mais non, exact. Mais ouais, c'était parfait. Je voulais dire aussi que parce qu'on va en parler plus tard, il aime bien la caméra épaule, là, souvent shaky. Là, c'est ultra stable. Hein? Ultra stable, Il n'y a pas de plan. Il y a des pannes, là, mais on est vraiment fixe. Je pense que c'est ça. Il est encore dans l'exploration de son style. Peut-être qu'il ne se faisait pas tant confiance. Il s'est dit, je vais faire ça stable. Ça fait beaucoup des fois à gérer. Mm-hmm. Et il y a aussi beaucoup l'utilisation de la couleur bleue. Ouais. Ça, on va revenir tranquillement là-dedans, mais on le voit déjà qui travaille là-dessus. Parce que moi, je l'ai vraiment remarqué à la fin. Okay. Quand James Caan réussit à se sauver un peu de la situation, il quitte le cadre. C'est la dernière shot qu'on a, il quitte le cadre. Puis lui, il a des jeans bleus, mais c'est tout du gazon, des arbres. Et lui, il quitte et tout devient comme juste vert. Fait que c'est comme le bleu qu'on voit tout le long du film s'en va. Amené par le personnage. C'est ça, le bleu, souvent, je pense que dans ces films, amène pas nécessairement du danger, mais amène le côté comme que ça va pas tant bien. Soit au niveau dépressif de la personnage ou dans le fait que il n'est pas en contrôle. Et là, le fait qu'il quitte et tout devient bleu. Tout devient vert, je trouvais ça nice. Tu as parlé du bleu de la nuit aussi. Là, c'est tellement une lumière qui lui est propre, là, c'est qui utilise beaucoup. Puis on va en reparler plus tard. Ça revient pas mal dans tous ces films. Yes. On va passer à Manhunter. Mais on a skippé The Keep, là, c'est pas très bon. J'ai juste vu la bande-annonce, puis j'ai rigolé. Je vais peut-être me l'écouter pour... C'est un film d'horreur fantastique qui se passe pendant l'occupation en Roumanie avec une forteresse et un démon. Bon, c'est ça. on a fait le tour. Manhunter, ceci dit, en 86, qui est l'adaptation de Red Dragon de Thomas Harris, donc le premier volet des Hannibal. Ouais. Il y a eu Silence of the Lambs, deuxième roman, et Hannibal, troisième roman. Donc, évidemment, nous, on connaît Hannibal. Dans notre tête, c'est Anthony Hopkins, qui a été au cinéma 91, je pense. Oui. Avec Silence of the Lambs, par Jonathan Demme. Il arrive justement à l'écran. Là. Ça, c'est le premier Hannibal Lecter. Le premier. Comme on s'en parlait, qui fait une bonne job. Mais on peut pas le comparer avec Anthony Hopkins parce qu'ils n'ont pas le même temps écran, ils n'ont pas la... Non, c'est ça. C'est pas dans la même direction d'acteur de réalisation. Et bien évidemment, Silence des agneaux, je veux dire, c'est culte. On l'a tout vu. Ouais. Donc, c'est marqué dans notre imaginaire. Et là, de voir après l'autre, c'est plus là où quand tu le vois, tu fais « Ah, ouais, c'est pas tant de même qui parle. » Tout ça, mais ça, c'est pour nous, parce qu'à l'époque, c'est quand même sorti 5 ans avant. Ouais, c'est ça. Mais ça n'avait pas eu, peut-être pas une grande popularité. Ouais, je pense. Mais c'est sûr que nous, on le voit après avoir vu. On a déjà notre image d'Hannibal Lecter, puis on fait « Ah, il parle pas de même. » Mais c'est surtout axé sur l'inspecteur de police, Will Graham, qui a ce don-là de se mettre dans la peau des criminels, pour essayer d'élucider un meurtre. Il va consulter Hannibal Lecter comme Clarice Starling le fait dans Silence of the Lambs. Ouais. Et c'est pour attraper The Tooth Fairy, joué par Noonan. C'est quoi son prénom? J'oublie son prénom. Ouais, mais qui est vraiment très bon. C'est un acteur que j'aime beaucoup. Il est excellent là-dedans. Il est vraiment bon là-dedans. C'est Tom Noonan. Tom Noonan, exactement. La première fois qu'on le voit, il y a un bon nylon sur la tête. Il est parfait. Il est parfait. C'est un film que j'ai vu 2 fois. Puis la première fois, j'étais comme « Ah, OK ». Deuxième fois, je fais « Oh, alors j'aime plus ça. » Puis je pense que je le vois une 3e fois, je vais l'aimer encore plus. Ouais, je peux comprendre. Moi, j'ai aimé à ma première écoute. Mais il y a quelque chose, c'est ça. Il y a tout le temps quelque chose de off. Il y a un ton, il y a un feeling de tout le temps être dans des vapes un peu, on dirait. Que ben, il cherche encore. Là. Il cherche encore au niveau de la réal, mais c'est efficace. Overall, j'ai... Parce qu'il y a des beaux plans. Il y a des filtres bleus, rouges, verts. Il y a des trucs vraiment nice. Puis il y a des plans très ordinaires aussi qui sont à la limite du risible. Fait que c'est ça. C'est comme un peu...
incohérent, mais quand ça marche, ça marche. Ouais. Et il y a, ben là, on voit le filtre rouge, mais il y a une autre couleur qui rentre, le jaune. Ouais. Je sais pas si le pogné. C'est très, très subtil. Et le jaune arrive dans une couple de ses films après, mais tout le temps de manière très subtile dans un cadre, une petite affaire, et ça amène tout le temps un indice d'un danger imminent. Okay. Dès qu'il y a un petit peu de jaune. C'est quoi dans Manhunter? Manhunter, la première scène, je l'ai noté ici, au bord de l'eau, quand le boss va voir Will Graham, on comprend que tu es en arrêt de travail. Ouais. Et il dit « j'ai besoin de toi ». Le boss a une cravate rose. Jaune, c'est ça. Fait que c'est ça, le boss arrive avec une cravate jaune, fait j'ai besoin de toi, il y a comme la petite teinte, puis ça revient plus tard le jaune, je pense, quand il va je pense qu'il va avoir la première scène de crime. Il semble, il rentre, puis la cuisine, en tout cas le comptoir de cuisine est comme jaune quand il rentre, puis là c'est comme la première fois qu'il est comme en contact un peu avec toute le Tooth Fairy puis son crime, ses patentes. Fait que ça rentre tranquillement là-dedans. Puis j'ai noté quelque chose. Ben, j'ai deux choses. Je l'ai écrit en majuscule. Jamais bon signe, ça. Oui, c'est ça, je veux le voir. Mais c'est quand le titre apparaît, là, j'ai marqué titrage dégueulasse des années 80. Ouais. Ça, c'est affreux. Mais ça, c'était l'époque, c'est ça. Et c'est Dante Spinotti, son directeur photo. Je pense, il en a fait 5 films avec lui. Il est arrivé à lui. Oui, je pense c'est le premier qu'il a fait. Il en a fait 5, dont Heat. Heat, il a fait après The Last of the Mohicans ensemble. Ouais. Mais... Parce que Manhunter, c'est le livre Red Dragon. Red Dragon a été refait en 2002. Et c'est aussi Dante Spinotti qui a été... deux fois la même adaptation. Deux fois le même film. C'est quand même drôle, ça. Mais que j'ai pas vu Red Dragon. L'as-tu vu, toi? Je l'avais vu à l'époque. Ça n'a pas se ressembler, je peux pas croire. Non, c'est vraiment différent. On essaie d'être plus proche d'un Silence of the Lamb. Ouais. Je pense que c'est Edward Norton qui joue... Will Graham, Will Graham. Anthony Hopkins, évidemment, revient. Ouais. Mais Anthony Hopkins, il me semble, dans leur adaptation de Red Dragon, il est vraiment beaucoup là. Tandis que dans Manhunter... c'est ça. Ben, c'était payant. C'est le 3e film qu'il faisait. Fait que là, c'était un peu celui qui attirait les gens au cinéma. Là. C'est ça, exactement. On voulait voir Hannibal Lecter. Tandis que là, il y a officiellement une scène. Une ou deux, là. Parce que l'autre, c'est juste donne-moi un téléphone, puis il gosse le téléphone. Puis après ça, il est juste nommé. Il est nommé. Dans le truc. On le voit plus. La seule scène, c'est celle-là vraiment là, qui se parle. Fait que mais dans l'autre Red Dragon, il y a des couches différentes. Là. Puis il y a peut-être en fait des flashbacks de leur avant, des deux, leur relation qu'il y avait avant, mais que là, ils ont juste évacué parce que c'est comme fuck off, on veut se concentrer sur. Puis tu sais, lui, ce qui l'intéresse, c'est vraiment justement les enquêtes ou de voir le policier se perdre dans les dédales. Montrer son passé en tant que tel. Exact. Puis en écoutant une entrevue qu'il a donnée à Rodriguez, Robert Rodriguez, dans Director's Chairs, vous pouvez voir ça sur YouTube, là, il disait qu'il avait manqué de budget, Manhunter. Puis à la fin, il n'avait plus accès à l'équipe d'effets spéciaux. Fait que quand il était dans la dernière scène, là, non, j'en dirais pas trop, mais quand même, il fallait qu'il gosse des affaires lui-même en mettant, tu sais, il a dit, va au 7-Eleven, va acheter du ketchup puis telle affaire. Puis après ça, il faisait, OK, on filme, freeze, bouge pas, il va te faire un trou dans le chandail. OK, action, tu sais, vraiment pas boche. Mais ça paraît pas, c'est bien fait au final, mais c'était avec qu'il n'y avait plus les moyens pour finir le film. Wow, OK. Quand même, plan B, là, système D, puis on essaye de quoi. Fait que, non, mais ça vaut quand même la peine, mais évidemment, c'est peut-être pas celui... qui va vous accrocher à Michael Mann, ça c'est sûr certain. Peut-être pas le prochain non plus. Non. On peut le sauter. Non, ça. Last of the Mohicans en 92, qui est un nom connu. Extrêmement connu. Moi, je m'en rappelle. Là, je ne l'ai pas vu non plus à cet âge-là. J'avais 7 ans. J'avais 7 ans, mais je me rappelle que mon père l'avait écouté, que on en parlait partout. Il y avait comme quand même un buzz autour de ça. J'ai comme un souvenir. Lewis commençait à être hot, là, je pense. Il avait déjà fait Left Foot. Il y avait déjà un gros buzz autour de lui que c'était un acteur qui s'impliquait. D'ailleurs, c'est un méchant fit avec Michael Mann qui est comme complètement fou dans les détails. D'avoir lui qui est comme acteur studio. Il aurait pu faire bien des films ensemble. Mais il est allé passer comme des mois dans la forêt. Oui, ça c'est Daniel Day-Lewis. À apprendre à faire du feu, puis dormir à la pelle étoile, puis il a fait ça 2 mois. Là.
Oui, c'est tout le temps le même. C'est pour ça qu'on le voit jamais faire du feu. Jamais comme... Non, mais il savait. Il savait quand même. Ça faisait partie du bagage du personnage. Ouais. Là, on est en 1757. Oui. Ça, c'est un film qui avait déjà été adapté. Ça vient d'un roman. Ça avait été adapté en 1936. Oui. Et Man, c'est un film qu'il aimait quand il était jeune. OK. Fait que je pense, parce qu'on s'entend qu'il clash avec le reste de sa filmographie. Énormément. Je me demandais d'ailleurs, justement, si ça avait été pas une commande ou quelque chose, mais là, tu me dis que c'est un livre, un film qu'il avait aimé. Ouais, il avait aimé, il a voulu le faire. Là, j'ai fait OK. Ouais, là, ça fait du sens. Mais sinon, je m'étais dit, c'est-tu une commande qui ont dit, OK, on veut que tu nous fasses ça, puis on va te donner de l'argent pour Eat plus tard. Parce que, tu sais, tous ces films se passent dans la ville, contemporain. Ouais, c'est ça. Là, on est vraiment plus loin dans le temps. Un film d'époque avec, tu sais, sûrement un grand budget pour faire des trucs, tu sais, construire des grosses affaires. Là, 100% d'or. Donc, un petit peu ils ont un petit peu de spot, mais d'éclairage. Mais sinon, on est dans quelque chose de très naturel, en fait, de DOP. D'habitude, il est très désaturé. Aller puncher les bleus, tout ça. Mais là, on est dans le bois, dans la forêt, dans le vert. Les teintes de vert, de brun, de beige. Brun, à cause de leur linge. Fait que c'est très terreux, c'est très naturel, c'est très différent du reste. Tellement. Ça se passe pendant la guerre de 7 ans. Là. C'est comme la guerre entre les Français et les Anglais. Il y a des tribus autochtones des deux côtés. Les Mohicans sont 3 dans le fond. Lui qui est comme adopté, c'est un Européen qui vit avec son père adoptif, son frère adoptif. Puis il supporte les Anglais. Ils vont comme sauver les filles d'un général. Ouais, ils se font poigner dans une embuscade. Là, puis, exactement. J'ai pas trouvé ça si pire. Je suis pas en train de dire que c'est bon, c'est pas fait pour moi. Je sais que toi, tu as voulu te tirer à plusieurs reprises. Puis je te comprends. Je t'écrivais dans une détresse profonde. mais en même temps, ça, c'est moi, j'aime pas tant. Non, mais t'es pas le seul aussi. Là. Mais c'est parce que... Non, mais c'est pas si mauvais, mais... Il y a un côté très cheesy parce que Man, il peut être cheesy. Dans tous ses films, il parle les violons, puis surtout quand c'est des bouts de relations, là, surtout pour te lâcher du bout de crime à il y a une fille, puis ça vient un peu du noir aussi, là, de petite musique, mais là, on dirait que vu que c'est ça d'époque, il y a quelque chose d'un un peu plus too much. J'ai juste noté la scène, un moment donné, quand il parle avec la fille... Madeleine Stowe. Madeleine Stowe. Je pense que c'est une des premières fois. Après qu'ils sont dans le fort, puis là, c'est le moment qu'il y a un petit... À travers des barreaux. Non, je pense pas que ça... Là, il est dans une salle. Pas dans une cellule. Non, pas encore, c'est avant. C'est un peu la première fois qu'il y a un petit eye contact, mais tu sais, c'est juste... C'est juste cheesy, l'espèce de comme... Il la regarde, c'est super long, puis là, il dit... Qu'est-ce que tu regardes? Ben, il dit, je te regarde, mademoiselle. Puis un long regard cheesy. Je suis comme, oui, OK. mais je comprends. Mais il y a des affaires nice quand même là, dans la reconstitution parce que justement, c'est un freak. L'embuscade est cool. Pas la première. Hein. Ben, la première aussi, mais c'est la grosse, là, en plein terrain vague. Là. Tu vois, bon, l'autre clan à travers les bois. C'est un pre-Braveheart. Oui, exact. Ben, c'est là que son expertise de... Ben, qu'il n'y avait peut-être pas encore, là, mais justement des gros scènes de shooting en ville trouver un écho dans cette scène-là. Et j'ai un autre truc qui revient pour rajouter sur la couche de ce gars-là, il est freak. La reconstitution, puis il pousse des affaires, c'est qu'il y a des moments, des fois, là, je sais pas si tu as remarqué dans tous ces films, là, il va faire, des fois, il y a des shots qui durent même pas genre 1 seconde. Là. Espèce de schlag. Puis ça revient pas, puis tu fais comme, OK, il a juste seté up une patente pour 1 seconde, tout l'argent qu'il a dépensé, tout le temps qu'il a mis dedans, mais juste pour amener, puis là, ça qui m'a marqué, là, c'est quand il arrive un moment donné dans le village, là, justement, je pense. En début de film. Puis un moment donné, il y a une shot de l'intérieur, puis je pense que c'est un forgeron. C'est 2 secondes, OK? Le gars est en train de taper, il a le temps de donner un coup et demi. C'est un super beau plan de traveling. C'est vraiment beau parce qu'en fait, on suit un officier qui marche derrière. Fait que on le suit à travers le village, fait que ça fait juste spotter le village. Mais il a vraiment fait, OK, on va se setter up là, on va avoir un gars qui va taper, mais il faut avoir tout l'enclume, la patente, les affaires, 2 secondes. Mais ça rajoute à la vie, tu sais, je comprends, mais tu fais comme le gars, il est fou, là, tu sais, parce qu'on aurait pu avoir juste le traveling dans la ville puis avoir les gens sommairement qui vivent derrière, mais là, non, lui, c'est... On le fait. On le fait. Je veux un forgeron avec l'enclume, la patente, tout, comme à l'époque.
Ouais. C'est Michael Mann. Là. C'est Michael Mann. Écoute, je sais pas quoi le Fort Henry, t'as-tu vu combien il a coûté? Parce qu'ils ont reconstruit. Ouais, ça, c'est parce qu'il voulait pas être en studio. Il veut jamais être en studio. Non, c'est ça. Ça lui a coûté 6 millions. On est en 92, 91, juste pour ça. Là. Juste pour faire le fort qui a tout pété avec des canons. Il y a tellement de... Ça s'est filmé la nuit. Il y a tellement de figurants puis de personnages, puis il y a une anecdote que m'en est celui qui crie dans le microphone, dans l'haut-parleur, tu sais. Ouais. Hey, c'est qui a ouvert un spot là-bas? Puis il y a quelqu'un qui a dit Hey Michael, c'est le soleil, là. Il est temps qu'on arrête, là. Ouais, on va se coucher, là. Ah boy, c'est parfait ça. Ouais. Écoute, on va arriver à la pièce maîtresse de son cinéma, si t'es d'accord? Je suis d'accord. Yes. Que c'est la pièce maîtresse ou qu'on y va? Les deux. OK. On y va avec Heat en 1995. Oui. Un film, bon, on en a déjà un peu parlé, rencontre entre De Niro et Al Pacino. Il faut dire que les deux ont joué déjà dans Le Parrain 2, mais ne partageaient pas de scène ensemble. Non, puis Parrain 2, c'était le deuxième-ish film de des débuts de De Niro, ouais. Ben, dans les deux cas, ils commençaient pas mal leur carrière. Là. Ouais, mais ouais, c'est ça. Mais De Niro était encore un petit peu plus jeune. Mais ouais, tu sais, il fait le Corleone, mais jeune. Fait que donc, il est jamais... Donc, c'est des flashbacks. Il n'est pas dans la même époque. C'est ça. Et donc, ils ont passé toute leur carrière, ces deux icônes-là. En parallèle. À travailler avec les mêmes réalisateurs, le même monde, mais tu sais, tout le temps. Ouais, et ils étaient au sommet de leur carrière, là, je pense, en 95. Ils avaient accompli tellement de grands films. Puis après, tout est moins bon dans ce qu'ils ont fait parce qu'ils ont eu des rôles de grands-parents. Là, ouais, c'est ça. Mais Meet the Fucker, c'est parfait. Là. Ben, c'est ça. Oh, non, c'est bon. Très bon, ça. Ouais, c'est très bon. Mais non, c'est ça. Leurs grosses années, c'est 70-80. Oui, exactement. Mais ça reste qu'en 95, ils ont le statut de légende. De légende, exact. Oui, alors, c'était vraiment, comme j'ai dit tantôt, c'était ça le happening. C'était et qui a vraiment mis encore plus Michael Mann sur la map. Last Mohicans, il y avait eu un gros buzz. Ouais. Le monde avait aimé ça. C'était un peu dans l'époque. Ça pogne ce genre de truc-là tout le temps. Les gens aimaient ça, mais là, ça a fait comme, OK, là, il y a deux légendes. On part de quoi? Un film de 2h50. Oui, mais ça paraît pas. Ça paraît pas. Heureusement, c'est vraiment long quand même. Oui, ils sont plus longs, ça. Ouais. Et il a fait des longs films par la suite, tout le temps long, des fois trop, mais là, c'est bon. C'est 2h38. Ouais, juste après. Il y a un bon casting à part ces deux-là aussi. Tu sais, Val Kilmer, lui, il était sa pente montante. Il a commencé 85, mettons, là, mais là, rendu là, il est pogné de la vitesse. Il faisait Batman en même temps. Ouais, c'est ça. Au même moment. Tu as John Voight là-dedans, Tom Sizemore, Ashley Judd, Natalie Portman, super jeune, petit Charlie rôle. Theron. Non, c'est Ashley Judd. Ashley Judd? Ah, c'est pas Charlie Theron. Seigneur. Je pensais que c'était Charlie Theron. Il ressemble. Ça ressemble. Non, c'est pas elle. Ashley Judd. Mais oui, Natalie Portman avait fait comme... C'était après Léon? Ça doit être après Léon. Le Léon, c'est en 84. Ouais, c'est ça. C'est un an après, mais avec... OK, c'est ça. C'est lui, écoute, puis il y en a d'autres. Là, je sais, je ne les ai même pas toutes nommées. C'est vrai. Voyons, Machete. Oui, Danny Trejo. Trejo, exact. Ah, il est parfait. Non, c'est vraiment un film iconique. C'est le film de braquage de policiers des années 90. Oui, puis je pense que c'est... là, il a vraiment réussi ce qui a commencé, Thief, Manhunter... le néo-noir, en fait, qui voulait vraiment revirer le concept à l'envers. Et là, il réussit en faisant un film en équilibre avec un policier et un voleur. Ouais. Un voleur tueur. Là, parce que, bon, ils ont vraiment comme 50% de la balance du film. Là. Exactement. Et ce que j'aime du film, c'est qu'on efface les artifices tranquillement et pour se rendre compte que policiers, voleurs... La ligne est mince. La ligne est mince et ils vivent... Il y a comme une... Il y a quelque chose qu'ils ont besoin de l'un de l'autre. Oui. Et il y a un respect. Et arrive la scène mythique où tout le monde attendait que les deux s'assoient face à face. Et tu as le policier qui s'assoit avec le voleur, ils jasent. Il y a un respect. Il y a comme fou, quelque chose de... Le dialogue là-dedans est vraiment intéressant. Ça représente tellement son cinéma aussi. Tu sais, de dire...
Moi, c'est tout ce que je sais faire. Je ferai rien d'autre. Si je te vois plus tard, il faut que je te tire, je vais te tuer. Moi aussi. Moi aussi, moi, faire ça. Puis, parce que c'est deux personnes qui se rendent compte qu'ils sont bons à une chose dans la vie, c'est faire ce qu'ils font. Mm-hmm. Sans jugement de si tu bien volé, c'est pas bien. C'est pas ça. C'est juste ça. Et les deux, dans leur cas, leur vie personnelle est en déroute. Ah oui, ça marche pas bien. Fait que c'est pour ça que c'est comme, c'est ça notre vie. Toi, tu essaies de voler, moi, j'essaie de t'arrêter. Il n'y a pas d'animosité, c'est juste, c'est le même. Fait que quand je vais être dans ton chemin, je vais être dans ton chemin. Puis l'autre est comme, oui, tu seras dans mon chemin. Puis, tu sais, il y a tellement de personnages secondaires qui sont bien définis. Oui. C'est fou, là. Tu sais, Val Kilmer, tous ceux qu'on a nommés, ils ont tout un backstory. Tu sais, ça dépend de l'échelle, là, de leur importance, mais tu cares pour eux, tu comprends leur réalité. Il a toujours fait ça, là, des films qui sont character-driven, donc axés sur les personnages. Même Danny Trejo, qui est très là peu longtemps. Là, on catch vite son background. Le gars qui se retrouve en cuisine après être sorti de prison puis qui se fait réintégrer dans le crime, avec sa blonde. Il y a de quoi. Il n'est pas là longtemps, mais tu comprends sa réalité, c'est fou. Mais c'est ça que j'ai renoté aussi en gras. Oui. Mais la police qui joue au thug, dans le sens que, vu qu'il n'y a pas d'artifice, puis maintenant on bounce de un à l'autre, c'est comme tu oublies. Des fois, tu te demandes, c'est-tu Pacino c'est lui la gang de méchants? Parce que, dans le fond, c'est Pacino et son crew. Son crew, puis De Niro avec son crew. Mais tu sais, Pacino, là, quand un moment donné, il est avec son crew, puis ils vont comme pogner un gars, puis ils veulent qu'il devienne un témoin, mais ils brassent, puis ils le menacent, puis hey, mon maudit, bra. Puis là, l'autre policier, il pète quasiment de quoi, puis là, t'es comme. Là, c'est des tactiques de mafia. Qu'est-ce que vous faites? Ah, c'est vous autres les policiers. Tu sais, c'est ça, c'est qu'ils brillent, mais ils font ça parce qu'ils n'ont pas le choix pour être respectés. Mais tu sens que c'est ça, je trouvais ça très intéressant, l'espèce de ligne très mince entre un et l'autre. Et ça prend 1h28 avant que les deux se rencontrent. C'est comme au milieu du film. C'est le milieu du film, clair. Ouais. Puis c'est là, justement, sa caméra, elle commence à bouger. Elle commence à être moins ancrée sur un trépied, moins fixe. Il utilise beaucoup le téléobjectif. Énormément. Donc, des shots, très gros plans qui sont pris de loin. Téléobjectif va te permettre ça. Donc, tu vas pouvoir suivre un personnage à travers une foule, à travers... Il va être très serré. Ça fonctionne beaucoup avec le film, avec le ton. C'était nouveau là, dans son cinéma là, qui utilise ça. Tu sais, Steve, je l'avais noté un peu. OK. Le téléobjectif, mais pas shoulder. Pas shoulder. Téléobjectif. Mais là, c'est vraiment marqué parce qu'il y a quelque chose qui te joue dans ta tête. Parce que quand tu as cet effet-là zoomé, tu as l'impression que c'est... Un voyeurisme un peu. Oui, quelqu'un qui est loin. Donc, un peu comme les policiers quand ils font un stakeout, quand ils sont en train de surveiller. Parce que d'ailleurs, ils le font souvent. Puis même les méchants, ils le font avec les policiers. Ça, c'est fou quand ils virent de bord. C'est ça, le truc de on vous check de loin. Fait que cette idée-là est tout le temps ramenée de... Tu t'en vas faire un vol de banque, ben t'es comme checké, même si t'es pas checké par la police, mais tu sens comme une pression, qui amène un stress aussi de est-ce que c'est la caméra du film ou c'est la caméra des policiers qui checkent? Fait que ça, c'est intéressant pour amener ça. Puis je sais pas si tu as noté, moi j'ai un fourré magistral quand Pacino va voir Hank Azaria dans son bureau. Puis il va dire là, tu vas aller chercher la femme de Kilmer, là, de Val Kilmer. Puis pourquoi si je me suis pogné avec cette fille-là? C'est quoi qu'il dit déjà? She got a great ass! Mais il crie à la Pacino, genre avec les yeux de démon. And you got your head up it! Mais comme... Il a improvisé, hein? Hank Azaria, sa réaction est vraiment la vraie parce qu'il savait pas qu'elle allait dire ça. Je l'ai reculé 2 fois, puis on peut... vous irez voir ça. Les lèvres à Pacino, je pense qu'au début, il voulait dire « butt ». Parce que ses lèvres sont placées pour un B. Il prend une pause. You got your... Because you got a great ass! Mais c'est ça, clairement, il voulait dire butt. She got a butt, mais là, on dirait que... Il a changé, là. Il a changé, mais tu le vois, puis on regardait ça, mais c'est parce que j'ai pleuré de rire. Comme, mon Dieu, Pacino, il faut pas le laisser trop lousse. Il est tellement intense, là. T'sais, on va reparler d'Insider après, mais tu sais. Ouais, c'est ça. Mais comme a fait. Puis moi, la fin, tu vois une note, mais là, on dirait que. Parce que je me suis tapé les films un après l'autre. J'ai marqué chanson de la fin, me fait penser à Zimmer Nolan. Il y avait quelque chose dans la rythmique de la fin.
Parce que Nolan aussi, quand il a fait The Dark Knight, il a beaucoup dit qu'il s'était inspiré de ça, surtout pour la scène de vol du Joker au début. Oui. Parce que d'ailleurs, le directeur de la banque, il joue dans Heat. C'est lui qui fait Van Zandt, le financier. Ah oui, ben oui, c'est vrai. C'est lui qui est le directeur de la banque dans le Joker, puis tu te rends compte que c'est un banquier shady parce qu'il y a un 12. Mais c'est un clin d'œil à Man. Là, très cool. Puis dans son style. C'est là que je l'avais vu. Ouais, c'est ça. Puis là, ben, dans Dark Knight, bon, ils mettent des masques de Joker, mais c'était un clin d'œil. Des masques de Jason, de Goaler. De Goaler, mais là, tu sais, bon, il fallait qu'ils mettent des masques de clown dans Dark Knight, mais c'était comme son clin d'œil à Heat, cette scène-là. Je suis content que tu parles de la musique aussi. Elle est vraiment bonne, elle est bien utilisée. Bonne, c'est pas une trame sonore, c'est plus des chansons. Il y a du Moby là-dedans. Moby, il a refait beaucoup d'affaires par après pour lui. Il y a une tune, c'est du Joy Division remixé par Moby. C'est écœurant. Ouais, puis des guides électriques pesantes. Ça fonctionne au bout avec le côté lourd. Puis le son aussi en général, le son design est écœurant. La fameuse scène de shooting dans la rue, là. Les sons des mitraillettes, pas de bon sens. Il a capté, je pense qu'il a mis des micros en extérieur un peu partout pour pas avoir à le refaire en post-prod. Fait que ça sonnait vraiment vrai. Ouais, puis il y a du monde que j'ai vu, tu sais, qui est soldats, qui ont vécu des champs de bataille, puis on dit... on est proche de là. Comme, ils ont quasiment eu des PTSD à cause des sons parce que comme ça sonnait trop comme la vraie vie. Là. Ouais, c'est ça. Puis d'ailleurs, quand ils ont fait cette scène-là, parce qu'il y a un truc, j'avais commencé à l'écouter, puis je viens de penser, j'ai oublié de le finir. C'était avec Josh Horowitz, puis il était avec Michael Mann, puis je pense que c'est une série qui prend des réals puis qui retourne sur un lieu de tournage. Ah, c'est cool. Michael Mann, il y avait tous ses plans de caméra. Il y avait comme son détail de la scène. Puis là, tu vois que c'était marqué en haut, de chaos moment, genre, faut que ce soit un champ de bataille. C'était mis écrit en gros. C'est un champ de guerre, puis là, ils sont revenus, ces lieux. J'ai pas écouté au complet, mais ils doivent repasser un peu quand on s'est mis là, puis on a fait ça. Fait que je vais me le retaper. Parfait. Hey, on va passer à le temps des fils. The Insider en 99. Donc, avec Al Pacino, encore une fois, Russell Crowe, comme tu disais, là, il avait fait LA Confidential pas longtemps avant, mais il était vraiment nouveau dans les premiers rôles. Christopher Plummer, qui fait un rôle secondaire très bon aussi. Donc, c'est une histoire vraie. On parle d'un ancien vice-président de la recherche et du développement d'une compagnie de cigarettes qui est invité par un journaliste joué par Al Pacino pour participer à l'émission 60 Minutes, qui est une vraie émission qui roule encore, très écoutée. Pour respecter, divulguer. C'est un lanceur d'alerte, en fait, pour parler de son ancien employeur, des pratiques illégales douteuses, des dangers pour le tabagisme à l'époque, qui n'étaient pas connus. Donc, c'est ça que ça se passe. Donc, un film un peu plus politique, le revers des médias, pas le revers, mais les dessous des médias, de la justice. On est moins dans l'action criminelle au sens... Au sens de, il y a des guns. C'est du criminel corporatisme. Corporatiste. Mais c'est pas pour autant pas engageant. C'est extrêmement. Je pense que c'est quasiment plus engageant que Heat. Il y a la même approche, c'est ça, pour quelque chose qui est plus dans le dialogue. Oui, dans le dialogue, mais il y a quelque chose qui drive la patente tout le temps vers l'avant. Moi, je l'avais vu à l'époque. J'avais vraiment trippé quand même à 15 ans là-dessus. Ce que j'aime, c'est que tu as dit c'est une histoire vraie. Une affaire que j'adore, c'est pas marqué au début. Ouais. Puis c'est pas ça, j'ai ça. Je m'en fous. J'écoute un film. Il y en a qui pensent que c'est vendeur. Là, je sais pas. C'est ça, peut-être. Ça l'est peut-être. Mais parce que parce que là, l'autre affaire, c'est qu'ils ont pris d'énormes créativité avec l'histoire. C'est vraiment pas déroulé comme ça. Non. Mais le fait aussi qu'ils le disent pas comme basé. Ouais, c'est ça. Parce que même s'ils disent basé, tu dis on prend des. Mais non, ils l'écrivent pas, c'est un film. Parce que, évidemment, dans la vraie vie, le personnage d'Al Pacino a pas autant tiré les ficelles que ça. Là. Ben non. Mais là, il est partout, il va trouver une solution parce que là, tu sais, le personnage de Russell Crowe, il a les mains liées à cause d'un truc de confidentialité qu'il a signé, il peut pas parler, il a peur de poursuite. Fait que là, il trouve une solution. Mais tu sais, Pacino, il est partout, il parle à d'autres journaux, puis telle affaire. Puis là, on est pas loin de son personnage dans Heat, en fait. Là, ouais, c'est ça. De même attitude. Même attitude. Un peu un gars qui joue
n'aime pas jouer dans les règles de l'art, qui est comme qui veut pousser dans le top et qui s'en fout des codes de la grosse corporation, puis même de CBS qui est comme qui voulait éteindre l'histoire. Il a sa propre éthique de travail là, qui peut dépasser la ligne s'il atteint son but. T'sais. Exactement. Puis ce qui était intéressant, du fait que oui, ils ont pris des libertés puis que son personnage, mais c'est parce que ça donne une ligne. Parce que, oui, ce personnage-là, on a fait quand même beaucoup dans le background, mais il y avait des journaux aussi qui ont participé, mais là, ça donne une ligne directrice. On suit Pacino à travers les étapes et non dire, OK, ben là, la gang du Washington Post, ils ont fait leur enquête, mais c'était vraiment on the side, puis ça n'avait pas rapport, puis ils ne le savaient pas. Puis ça a été fait que c'est plus simple d'avoir juste quelqu'un qui nous amène par la main à travers tout ça. D'une manière émotive, qu'on pour nous engager un petit peu plus. Ouais, exactement, ça, c'est sûr. C'est un film qui a ramassé 7 nominations, comme tu l'as mentionné. Oui. Meilleur film réalisateur, scénario adapté, DOP, toujours Spinotti. Spinotti, oui. Exact. Et meilleur acteur pour Russell Crowe là-dedans. Mais il est-tu bon là-dedans? Il est vraiment bon. Il est incroyable. C'est ça, il était comme... C'est un bon acteur, pareil. Il a tellement fait des gros films que des fois, le personnage est plus grand que nature. Mais là, il est dans le petit. Ses maniérismes, ses regards, la façon qu'il regarde tout le temps à terre vers la droite ou la gauche, il est tout le temps comme... Il est vite, là, il est magique dans les maniérismes. Au début, Mann, il voulait Val Kilmer. Ah oui. Parce qu'il connaissait déjà, puis il aime ça travailler avec les mêmes gens. Mais c'est le producteur qui a fait « Yo, il y a ce gars-là, il est pas tant connu, mais je pense qu'il fit mieux. » Val Kilmer, je l'adore, excellent acteur. Lui faisait plus père de famille. Il y a quelque chose de plus... parce que c'est quelqu'un qui s'est fait écraser complètement par la machine, mais qui veut se battre, mais qui n'a pas les outils pour... Il faut mentionner que dans le film, là, il se fait observer, il reçoit des menaces, sa famille est en danger. Fait il y a un stress énorme. Là, Puis on le vit vraiment de l'intérieur. Là, la caméra shaky, épaule, très proche. On est dedans. C'est très immersif pour une histoire que, comme je l'ai dit, là, qui ne se passe pas nécessairement dans l'action à proprement dit. C'est ça, là. Mais c'est. Puis la DOP est vraiment belle. Ouais. La couleur bleue là, dans la teinte de bleu est là tout le temps. Fait que c'est plus beau visuellement, je trouve. Ouais. D'accord, moi, c'est peut-être mon préféré. OK. Moi, il ne m'a pas assez rejoint comme j'aurais voulu qu'il me rejoigne, mais je vois la maîtrise sur à peu près tous les points. Puis j'ai eu du fun. C'est sûr, un 2h37 de scène de justice puis de dessous. Ça fait un peu longuet pour moi, mais j'ai quand même été investi. Là. Il y a des super scènes, puis l'acting est merveilleux. Là, mais c'est dur, en tout cas. Avec le prochain aussi, c'est bon, en tout cas. Ouais, le choix est difficile. On va passer à Collatéral. Entre les deux, il a fait Ali, le film sur Mohamed Ali avec Will Smith, qui était vraiment une biopic assez classique. Pas grand-chose à dire. C'est pour ça qu'on passe à Collatéral en 2004. Jamie Foxx, Tom Cruise. Ça, je peux pas croire que tu l'as pas vu. Je sais. Seigneur, moi, j'ai capoté. Honnêtement, moi, je connaissais l'existence de ce film-là. Je savais pas que c'était Michael Mann. Je pensais que c'était un film comme bien d'autres moyens, là, parce que c'est un film d'action avec Tom Cruise. Il en a fait des navets avec Tom Cruise. Là. Mais c'est un bon acteur. Le buzz qu'il avait réussi à créer avec ça, c'est que c'est la première fois que Tom Cruise faisait un méchant. Ouais. Officiellement un peu plus classique. Même que, mais en même temps, Michael Mann, comme on a dit dans l'autre, la ligne de méchant n'est pas claire. C'est pas un evil. Ça reste c'est une histoire. On prend pour les deux. On prend pour les deux, c'est ça. Les deux égales parce qu'ils n'ont pas le même but, mais qui vont être forcés de travailler ensemble parce que, écoute, parce qu'il y en a un qui force l'autre. Il y en a un qui force l'autre, c'est plus ça. Mais tu sais, ça reste que c'est. Mais on peut dire l'histoire un peu. Oui, vas-y. C'est un super scénario. Mais ça se passe sur une nuit. En fait, on a Jamie Foxx qui chauffe des taxis. On catch tranquillement qui fait ça parce qu'il y a un rêve. Il veut se partir d'une compagnie de limousine, de transport de luxe. Puis, et là, il va embarquer Tom Cruise. Même qu'au début, il répond pas. Il a fait pas l'avoir. Il fait « viens-t'en. » Et là, part la ride de sa nuit. Tom Cruise, au début, il dit « Je vais te donner 600. » Oui, c'est ça. Ah non, c'est ça. C'est parce qu'il dit combien tu fais 300, 400. Mettons 400 dans une nuit, je te donne 600, tu restes avec moi. Ouais.
OK. J'ai des clients, j'ai une suite de gens à voir dans la nuit. Et très rapidement, il apprend que c'est les gens qui vont voir, c'est ça, c'est un tueur à gages, en fait. Il y a des gens à aller éliminer. Ce qui fait que c'est ça, tu sais, bon, c'est un tueur à gages, c'est pas comme un tueur en série ou un. Non, il est engagé. Il est engagé. C'est sa job. Il y a quelque chose de très. C'est ma job. C'est très humain. Il est pas, c'est ça, il n'est pas une bête de violence. Même si, bon, si ça va pas bien, ça va pas. Il va contrôler la situation, mais dans le sens que c'est pas juste un. Il n'est pas mu par le mal. Vengeance, mettons. Par le mal, c'est ça. C'est comme, ben, je suis engagé, je fais ça. T'sais. Fait qu'on est encore dans la suite de ce que Michael Mann fait aussi avec E, tout ça, le personnage que moi, je suis bon là-dedans. Ouais. Toi, tu toujours des chars, tu veux avoir une compagnie. Fine, moi, je suis bon pour faire ça, puis c'est tout. Tu sais, il n'y a pas de deuxième niveau de comme. C'est ça, je suis bad, c'est ça. Mais moi, j'avais capoté. C'est effréné. Là, on se rapproche, là, tranquillement, on voit son shift, il est encore dans le même style, mais là, c'est encore plus. Il rentre dans les caméras numériques aussi. Parce que là, il va filmer de nuit. Et là, c'était trop difficile. Tu n'avais pas assez de détails, peut-être, avec la pellicule. Ouais. Et là, c'est l'avènement du numérique. Ça arrivait, tu sais, Et ça change. Ça n'a pas changé son style, mais ça l'a poussé dans une autre direction. Là, il peut être parce que c'est plus léger, plus flexible, plus rapide. Fait que là, l'épaule, on rentre dans le tas. Zoom in, zoom out. Rack focus. Ouais, là, tout le temps. Là, il est plus intense. Puis c'est drôle, là, il vieillit. Ouais. Il devient de plus en plus intense. Je me dis, c'est ça. Peut-être qu'il est plus stable, le bonhomme. Là, peut-être pas lui qui contrôle la caméra, là, sûrement pas. Là. Mais ouais, non, exact. Non, mais c'est ça. Puis là, c'était pas le même DOP, c'était des nouveaux DOP. Je pense que c'est 2 DOP pour ce film-là. 2 gars différents. Mais ouais, c'est vraiment. Ça paraît beaucoup, comme tu dis. Puis les cadrages sont un peu atypiques. Le personnage qui fait juste un tiers, même pas un tiers d'écran, là, 1/10 de l'écran juste sur le bord, alors que le focus est dans le fond. Puis ça bouge tout le temps. Fait qu'on se sent vraiment investi dans le film parce que c'est en une nuit. Là, il s'en passe de l'action en quelques heures. C'est ça, mais tu sais, moi, ça. Je vois un peu le lien, là, les frères Safdie, là, qui sont venus avec Good Times, puis l'autre avec Adam Sandler, là, mais Uncut Gem, mais tu sais, Good Times se passe sur une nuit aussi. C'est ça. Tu vois, je me dis, c'est quelqu'un qui a quand même marqué d'autres générations. Là. Ouais. Mais écoute... super scénario, puis tu sais, tu t'attaches vraiment aux 2 personnages. Avant que Tom Cruise embarque, tu as vraiment une bonne scène, super touchante. Je veux dire, une rencontre avec une avocate dans le char. La relation est super belle. On découvre vraiment le personnage, on s'attache. Là, il arrive cette espèce de prise d'otage-là dans son taxi. On serait porté à détester Tom Cruise pour ça. Mais non, il y a de quoi qui fonctionne. Il sauve la vie même, dans le fond. C'est ça, mais c'est peut-être pas pour rien aussi que Tom Cruise a dit oui, parce qu'il ne fait jamais de méchant. Ouais. Mais vu que c'est comme quelqu'un qui est sur une ligne, tu sais, c'est ça. Il y a un code d'honneur, il y a un truc. C'est ça, mais ça chiffre vers la fin. Ouais, ben parce que là, c'est son contrat. Là, qui chiffre, là, fait que là, c'est comme, moi, je fais mon contrat. Ça revient à Heat, quand il dit, si tu es dans mon chemin, je vais te tuer. Il n'y a plus d'amitié. C'est ça, tu sais. Mais jusqu'à ce moment-là, c'est ça, ça va pas bien. Il sauve la vie à Jamie Foxx. Parce qu'il en a besoin aussi. Là. Il y a un côté utilitaire à son amitié. Oui, clairement. Puis c'est un personnage qui tripe sur le jazz. Oui. Il y a comme un backstory vraiment contradictoire là, pour un hitman. Si t'attends pas à ça, c'est... Et le jaune, taxi jaune. Oui, effectivement. Le jaune amène le mal. Ouais. Et 2 nominations aux Oscars. Jamie Foxxx pour acteur de soutien, mais... Dans ma tête, il est le personnage principal. Mais aux États-Unis, ce qui est défini pour un acteur le nombre de lignes? C'est même pas ça. Okay. C'est la grosseur du nom sur le board. Là, Puis à ce moment-là, Jamie Foxx, il commençait. C'était gros, mais ouais, tu sais... Pas comme Tom Cruise. Mais même aujourd'hui, je veux dire, même si Jamie Foxx, je veux dire, Tom Cruise reste Tom Cruise. Fait que c'est comme le lead, c'est Tom Cruise, même si le film ouvre avec Jamie Foxx, c'est fini avec Jamie Foxx. Et Tom Cruise, il y a les 2 là-dedans. C'est ça. Mais il y a une autre chose, je veux pas m'étendre, mais les coyotes dans la ville. Là, oui. Je suis pas sûr de. Ça, je pense que c'est juste un moment de poésie. C'est un moment de poésie. C'est vraiment beau. Il y a comme ça amène une Cooper, mais. C'est un truc, je pense que c'est comme une fable autochtone. Là.
OK. J'ai lu par après. C'est comme quand tu vois un coyote, il va arriver telle affaire selon une légende. Fait qu'il a comme intégré ça, même si c'est pas Last of the Mohicans, puis ça n'a pas vraiment rapport avec le reste des personnages. Ouais, c'est ça. Je sais pas. Mais ça fait de quoi qui pète le mood, genre? On arrête tout. Tout arrête. On regarde le coyote qui traverse la rue, genre, en ouais, ben il arrête. Le coyote les regarde. OK, il part. Ouais. Regarde, on repasse quoi après puis à vouloir se gunner. Et la musique de James Newton Howard, comme un nom très connu qui est là-dessus, très cool. Et Mann n'est pas crédité pour le scénario. C'est un des rares qu'il n'a pas adapté ou écrit from scratch. Ouais, c'est Donc, c'est vraiment le scénario d'un scénariste seul. Et on va terminer ça, dans le fond, avec Miami Vice, le film en 2006. Oui. Parce que la série qui a été sur les ondes de 84 à 90, que je n'ai pas vu, mais lui, il était producteur exécutif, mais quasiment showrunner dans le fond, parce que et en télé, puis là, sûrement que tu vas pouvoir plus m'aiguiller là-dessus, mais les réalisateurs en télé, ça n'a pas le même pouvoir créatif qu'un réalisateur en film. Non. C'est pas pour rien, vous écoutez une série télé puis vous la binge-watchez, puis tous les débuts d'épisodes, quand vous regardez le générique, c'est des noms différents, alors que ça a la même esthétique, puis c'est ça. La majorité du temps, mais tu sais, il y a des séries à Star qui commencent tranquillement, là, qu'on va faire Jean-Marc Vallée. Il a fait Big Little Lies, puis il l'a réalisé au complet. Ouais. Mais la norme, surtout aux États-Unis, c'est qu'ils veulent sortir les shows. Fait que pour avancer à patente, souvent, il y a un réal qui va faire le premier. Mm-hmm. Un 2, dépendamment de son contrat. Et souvent, ça, c'est un gros réal. Donc, ça amène aussi David Fincher avec House of Cards. Ouais. Il a fait le premier. Mais Mindhunter aussi. Mindhunter après, mais il réalise le premier, mais il n'a pas réalisé le reste. C'est juste qu'il a mis son empreinte, puis après ça, c'est comme, copier ça. Vous devez filmer de même. Ouais. Éclairer de même faire ça. Fait que souvent, c'est ça. C'est des showrunners. Il l'a fait d'ailleurs avec Locke, une autre série sur HBO, Michael Mann. Plus récente. Plus récente, 2004-ish, avec Dustin Hoffman, que j'ai pas écouté. Il a juste réalisé le premier, mais il est exécutif pour le reste. Fait qu'il a resté un peu consultant. Mais c'est parce que ça permet à des réals de partir. Puis ils peuvent filmer 2 shows en même temps. Ben oui. Puis là, ils bandent les acteurs, mettons, sur une semaine. Il va faire, je fais des scènes là. OK, il envoie Dustin Hoffman. Il va faire les scènes du show 3, revient sur le 2. Fait qu'il avance en parallèle. Ça permet d'aller plus vite. Fait que c'est ça. Fait que donc, pour Miami Vice, il a potentiellement fait ça dans le sens qu'il a. C'est pas l'idéateur original, c'est pas le créateur, mais c'est pas mal le directeur artistique, on pourrait dire. Moi, je l'ai pas vu, évidemment, je n'étais même pas né. Mais c'est une série qui a marqué. Qui est une des premières, peut-être, à avoir un style plus cinéma. Après ça, il y a eu des Twin Peaks, c'est plus dans le dramatique, plus sombre. Là, on était dans le flashy, vraiment intense. 80. À Miami. C'est l'été, on est en bédaine. C'est ça. Et la drogue. La drogue. Alors là, il fait un film sur la série avec un casting complètement différent. C'est pas Don Johnson, c'est vraiment différent. Oui, c'est vraiment différent. Puis c'est un esthétisme complètement différent. Et l'affaire, c'est que je pense, tu sais, les deux, on l'a pas écouté quand ça sorti. Moi, j'avais aucun intérêt à cause du nom. Ouais. Puis même si j'aimais, tu sais, j'avais écouté Collateral, j'avais vu Insider, puis on dirait que même le nom de Man rendu là, j'ai fait, qu'est-ce qu'il fait faire Miami Vice? Et je pense, parce que c'était un flop, ce film-là. Puis je pense que c'était un flop parce que tu as la gang qui ont écouté Miami Vice à l'époque, qui ont checké les images. C'est pas... What the fuck? Ça n'a pas rapport autre que ces 2 policiers à Miami. Puis ils sont dans le monde de la drogue, mais il y a comme rien qui se rattache. Puis, fait que je pense que la gang qui aimait Miami Vice, ils n'ont pas trouvé leur compte. Puis les autres qui ne connaissaient pas ont été rebutés par le fait que, pourquoi tu fais Miami? Parce que ça a l'air d'être cheap, tu sais, d'amener comme ça. Tu sais, je pense qu'il s'est joué dans. Mais je pense que c'est ça qui. Mais je pense pas qu'il voulait que ça marche pas, mais je pense qu'il voulait challenger les gens complètement. C'est ça, écoute, mais tu sais, je me suis mis. Le premier, là, c'est détruire les attentes. Oui. Écoute, l'ouverture, pas de générique, rien. Ça passe, on est dans le bar, ils sont dans une filature. Tu comprends? Une caméra qui sort de l'eau. Hein? Oui, c'est ça. Puis c'est comme clac, on part. Ouais. On est dans un bar, là, on gère l'autre, il reçoit un appel. Ah, il s'est passé ça. Il y a un informateur qui leur dit je suis dans la merde. Écoute, il n'y a pas de répit. Il n'y a pas de répit pendant. Je n'ai pas noté le temps, la durée, mais c'est 2h12. Ouais, écoute, puis là, tu sais, carrément, tu sais, comme
c'est parfait. Tu sais, il continue Heat, l'exploration. Tu sais, la ligne, mais là, est encore plus trouble, la ligne du bien et du mal. Ouais. Dans le sens que ils sont infiltrés. Est-ce qu'ils font de l'infiltration? Oui, mais tu sais, quand ils vont voir dès le départ, ils vont voir un gars qui veut l'utiliser pour son contact. Là. C'est comme, en plus, la scène à part, puis tu sais même pas c'est qui le gars. C'est comme, t'es pas présenté. Puis, encore là, ils jouent, tu sais, les policiers qui jouent au tug, ils sont comme 6 autour, là, puis à l'insulter, puis à faire, hey, toi, là, tu vas, sinon on te renvoie en dedans, puis là, ils menacent tout ça pour qu'ils disent oui, puis t'es comme. Êtes-vous des policiers? Parce que, tu sais, c'est comme pas dit. Il y a pas beaucoup de présentation, non. C'est tellement pas présenté. Ça fait comme on catch que ces deux-là, on comprend parce qu'on connaît la série, c'est possible. Puis comme, t'as-tu la gang autour? Ça fait comme. Là, ils sont-ils en mode infiltration? Ils sont avec des thugs ou c'est des policiers, eux autres ici? Moi aussi, je trouve ça mélangeant. Mais je pense que ça fait partie de son trip. Puis moi, je pense que c'est vraiment nice pour ça. L'espèce de flou. Puis là, il est encore pire dans sa caméra numérique. Là, genre, très numérique. De faire tu sais, juste une shot, c'est deux. Je pense que c'est une shot sur Jamie Foxx assez au début. Là. La cam fait juste se tasser, puis on fait le focus sur la rue. Sur rien, c'est ça. Rien. Souvent, tu as un rack focus, mettons, le focus est à l'arrière. Là, il arrive en avant sur le personnage, mais il est même pas réussi. Ouais, c'est ça. Il est manqué. On dirait que c'est une shot manquée, mais qui est gardée. Tu vois qu'il est encore au flou, le gars en avant, alors qu'il devrait devenir clean, mais ça coupe. C'est tellement comme un drôle de montage. Moi, il y en a qui disaient c'est vraiment beau, les images, c'est magnifique. Je trouve pas ça si beau que ça. Moi, je trouve que le digital, il fait que ça look cheap par moment. Il y a des scènes de nuit qui sont ultra détachées du background. Ça fait vraiment bizarre. Mais il y en a qui disent que c'est culte. Là, ça fait pas si longtemps que c'est sorti. Ça fait 15 ans, mais c'est devenu un culte rapidement. Fanboy, parce que ça était tellement un flop, mais t'as une gang qui trip, man, qui sont comme « Yo, c'est... » Mais moi, je veux dire... toi, tu l'as pas fini, mais pas fini parce que... C'est pas parce que ça tentait pas, c'est manque de temps. T'as le goût de le voir. Mais je pense que je veux le voir. Je voulais juste avoir le feel, puis j'étais comme, oh yo, il est comme direct encore dans son affaire, ça n'a pas rapport. Il est en maîtrise, il fait pas n'importe quoi, là, ça, c'est clair. Je dis, ça aurait pu pas s'appeler Miami Vice, là, tu sais. Puis je pense que ça aurait mieux marché. Je pense pour vrai, je pense que c'est juste une question de titre, de comme... Ça a fucké tout le monde. Puis là, tout le monde n'était pas clair c'est quoi qui se passe avec ça, ce maudit film-là. Moi, je reproche un peu, autant qu'on s'accroche beaucoup à Gong Li puis Colin Farrell, là, tu ne l'as pas encore vu, mais il est infiltré puis il développe une relation. Fait il y a de quoi de heartbreaking vers la fin, qui est vraiment touchant puis qui est tough puis ça, c'est réussi. Mais le reste, puis Jamie Foxx, on dirait qu'on les connaît pas beaucoup sinon. On dirait qu'il n'y a pas beaucoup de présentation de personnages, alors que c'était pas mal sa force avec les autres d'avant. Là, tu vois, il va tellement vite qu'on dirait qu'on a moins d'ancrage sur les personnages, moins d'attachement. Puis aussi, la musique, autant que je la vantais dans Heat, là, je trouve qu'elle est bizarrement choisie, genre du Audio Slave. Bon, c'est sûr que ça a mal vieilli, du Audio Slave, point. Là. Fait que ça l'aide pas. Mais il y a des reprises de tunes, reprises de In the Air Tonight là, de Phil Collins. Puis, mais vu que c'est comme... Puis elle est très frontale, la musique, fait qu'elle cadre moins. On dirait un gros vidéoclip par moment. Fait que ça m'a un peu déplu. Mais il y a de quoi de très unique et très particulier et très Michael Mann là-dedans. Fait que c'est pour ça qu'on voulait en parler quand même. Là. On trouvait ça important. Quelque chose d'intéressant. Yes. C'est pas mal le tour. Il a fait... 2 films après. Ouais, il a fait Public Enemies, qui est bon, quand même bon, pour vrai. Okay. C'est sur John Dillinger. John Dillinger, exactement, joué par Johnny Depp. Plus classique, mais quand même à la sauce man, dans un film plus qui se passe justement pendant la Grande Dépression. Là. C'est vraiment beau visuellement. Là, c'est un des très beaux. Je pense qu'il est revenu avec son DOP là, des premiers films. C'est vraiment intéressant. Et il a fait Black Hat en 2015 avec Chris Hemsworth, que là, c'est un peu... C'est comme il essaie de faire son même style, mais avec une histoire de piratage informatique. Là. Fait que là, on est des gens devant des ordinateurs et des claviers. Exactement. C'est tough à mettre en scène. Je connais pas grand film de piratage qui sont bons. Ouais, c'est ça. Parce que c'est pas cinématographique, c'est pas aussi le fun qu'une poursuite de char puis des... que les gens pensent que c'est, tu sais. Non, c'est ça. Je suis rentré dans le serveur, ça. C'est tellement technique, là. Je veux dire, je comprenais pas, mais je comprenais l'ensemble, mais là, c'est des affaires super techniques de Chris Hemsworth qui tape vite sur un ordi.
puis telle affaire, puis il dit des noms de code, puis des trucs. Il fait le focus sur le mur, genre. Mais là, il y a 2 films d'annoncer. Hein? Okay. Je sais pas si tu as checké. Il arrête pas. Il arrête pas, 78 ans. On espère qu'il va se rendre. Là, il y en a un en pré-prod. Dans la fois que j'ai regardé, c'est un biopic sur Enzo Ferrari. Oui, c'est vrai. Avec, ça m'intéresse zéro pinball. Oui, je sais. Mais c'était avec qui déjà? Je me rappelle plus. Je parlais de checker sur MDB en même temps. C'est Hugh Jackman. Hugh Jackman, OK. Qui fait Ferrari, en tout cas. Oui, il fait un Italien, mais qui... Ça ne m'intéresse pas bien. Ouais. Et l'autre, c'est Tony Accardo et Sam Ganica. C'est un biopic, mais c'est des gangsters de Chicago, là, début 1900. Puis lui, il vient de Chicago. Fait que je pense que là, il y a peut-être quelque chose de lettre d'amour à Chicago, le crime des époques. Là. Fait que ça... OK, un peu mais plus Public Enemies. Là, peut-être, là, ouais, c'est ça. Là, je pense qu'il est dans son anthology. Là, il va faire le ton vieux. Là. Mais Tony, mais tu sais, en tout cas, peut-être que c'est plus connu aux États-Unis. Tu sais, John Dillinger, c'est un nom qu'on connaît, Al Capone, ça, mais Tony Accardo, je ne connaissais pas le nom. Mais ça, c'est annoncé. Là, il est en pré-prod de l'autre, puis il a 78 ans. On va espérer qu'il il a l'air en forme, mais tu sais, c'est ça. Scorsese est capable de le faire. C'est vrai, mais... c'est une machine, Scorsese, en même temps. Il faut quand même parce que d'habitude, il y a 4 ans de ces films. Là, c'est ça. Il ne peut plus faire les 4 ans. Là, non, il n'y arrivera pas. Mais ouais, j'ai hâte. J'espère qu'il se rende à Tony Accardo. Je pense que ça peut être intéressant de finir au moins sur Lettre d'amour à Chicago et son crime. Ça serait très nice. Voilà. Merci, Marc. Ça fait plaisir. Ciao.